Donc, merci à tous d'être présents pour ce webinaire aujourd'hui. Nous avons un grand nombre d'intervenants, donc il va falloir être relativement efficace sur le timing. Christophe Girardet, CEO de Impact. Frédéric Bettens, directeur département études et conduite de projet chez Impact. Tu es avec nous, Frédéric? On n'a pas entendu ton bonjour. Oui, bonjour à tous, pardon. Julien Gontier, directeur département produit, toujours chez Impact. Bonjour à tous. Et nous avons la grande chance d'avoir deux grands témoins aujourd'hui chez nos clients. Donc, Reynald chez Lacoste. Bonjour à tous. Et Grégory de chez Chantel. Bonjour à toutes et à tous. Donc, les objectifs pour aujourd'hui, nous allons vous présenter les enjeux de l'ESPR pour l'industrie de la mode, avec une présentation du PEFCR Apparel and Footwear plus en détail. Enfin, une mise en pratique avec notre outil EGIS, European Global Impact Score, et les témoignages et retours d'expérience de Lacoste et de Chantel. Enfin, on aura une période de débat questions-réponses qui sera à la fin. N'hésitez pas à réagir sur la partie Q&R tout au long de l'intervention, et si on prendra les questions, on les regroupera, et si vous souhaitez intervenir oralement, il n'y a pas de souci également, vous pourrez le faire à la fin du webinaire. Qui est Glimpact? Une parenthèse rapide sur l'organisateur de ce webinaire qui est Glimpact, qui est une start-up qui a été créée en 2017 dans le contexte de l'initiative de la Commission européenne Single Market for Green Product Programme. Christophe Girardet et Michael Hunz, les deux cofondateurs de Glimpact, se sont rencontrés dans ce contexte en tant qu'experts et ont créé donc, la plateforme Glimpact, qui est la première plateforme technologie web à avoir modélisé de manière native les méthodes PEF et OF pour permettre au plus grand nombre, donc à tous qui êtes présents aujourd'hui, de modéliser la méthode PEF-OF pour leurs produits et organisations. Nous avons, malgré le fait d'être une start-up jeune, nous avons la chance d'avoir la confiance d'acteurs de premier plan, dont Chantel et Lacoste aujourd'hui. Et en particulier dans le secteur de la mode. Glimpact est à l'origine et pilote un consortium de 13 marques de référence dans le secteur de l'habillement et de la chaussure, et consortium qui a notamment été engagé dans le cadre de l'expérimentation gouvernementale sur l'affichage environnemental et qui a promu l'utilisation de la méthode PEF-OF dans ce cadre. Et Glimpact a également été choisi par la Commission européenne pour la mise en œuvre de la première obligation de l'ESPR pour la fabrication des batteries et des panneaux photovoltaïques, technologie qui est en cours de développement. Voilà, c'est à moi maintenant. Bon, bonjour à tous. Merci Elsa d'avoir introduit ce séminaire. Donc, comme Elsa vous l'a dit, vous pouvez, n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de l'eau pour ne pas vous les oublier. À la fin du séminaire, on aura 15-20 minutes pour y répondre. Donc, il y a Marlène ainsi que Elsa qui vont prendre en compte toutes vos questions pour qu'on puisse y répondre. Alors, c'était important d'abord d'introduire ce que nous croyons, nous, être d'abord cette législation, puisqu'on parle bien de législation qui nous paraît essentielle pour l'industrie de la mode. Et pour ce faire, et pour ne pas déformer quoi que ce soit, et pour sortir de la partie, parce que je sais que cette législation fait couler beaucoup d'encre, et beaucoup d'ailleurs en parlent pas forcément avec la substantifique moelle, telle que la Commission elle-même la présente. Alors je voulais vous présenter ça. Ça sera le seul slide que je vais commenter, qui est l'introduction que je voulais vous dire. Mais après, avec l'accord de la Commission, j'utiliserai des slides que la Commission elle-même a utilisés pour présenter cette législation. Alors, je crois qu'on peut dire, et c'est tout l'objectif de ce séminaire, de ce webinaire qu'on a voulu vous proposer, l'ESPR est une législation majeure. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la réglementation européenne, la législation
est une loi qui s'impose à tous les pays membres de l'Union européenne. C'est différent de la directive qui, elle, est retranscrite dans le droit des États. Et donc, je crois qu'on peut dire que d'abord, cette législation est la première qui est contraignante en matière de transition écologique, on va le voir. Et puis, nous pensons, et d'ailleurs on le voit, je suis sûr que Reynald et Grégory en diront beaucoup plus que moi, on voit que cette législation annonce des bouleversements majeurs dans les pratiques mêmes de celles que l'on voit dans l'industrie de la mode ou de façon générale du textile. Alors, qu'est-ce que c'est que cette législation? Alors, il faut juste que ça tourne, voilà. Alors, je crois qu'on peut résumer le SPR en 3 points. D'abord, le SPR, c'est une loi, donc une législation, qui donne un pouvoir très important à la Commission. Donc, les États membres ont délégué leur pouvoir pour permettre à la Commission de fixer elle-même, dans le cadre de l'ESPR, des exigences d'éco-conception, d'une part, et des exigences d'information, avec notamment un concept très important qui s'appelle le passeport digital, sur lequel je vais revenir. Et donc, en gros, à travers cette législation, l'Europe se dote de moyens d'encadrer l'entrée de ces produits dans l'Union européenne, avec des exigences d'éco-conception et avec des obligations d'information. Alors, on va beaucoup parler de l'industrie textile, mais il faut savoir que le SPR concerne tous les produits de grande consommation, quasiment tous, hein, et parmi lesquels, au premier rang desquels, les produits de la mode, c'est-à-dire les textiles, donc les vêtements et les chaussures. Enfin, les chaussures étant un vêtement. Hein. Voilà. Alors, donc ça, c'est très rapidement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'en gros, le SPR a été voté par les 3 organes de la Commission européenne, c'est-à-dire le Conseil européen, le Parlement et la Commission. Et c'est la Commission qui est finalement le délégataire des dispositions que je viens d'évoquer sur le SPR. Et donc, pour chaque catégorie de produits, au premier rang desquels l'univers de la mode, eh bien, la Commission va fixer ces fameuses exigences d'éco-conception et les informations de traçabilité ou d'affichage qui seront imposées dans le cadre de ce dispositif. Alors, c'est important de revenir sur le cœur même de cette législation, qui est donc la définition d'exigence d'éco-conception. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, je ne dis pas que c'est ce que la Commission va choisir, mais une exigence d'éco-conception pourrait permettre à la Commission de décider que plus aucun vêtement n'entre sur le marché européen s'il n'a pas une part de X% de matière issue de recyclage dans sa composition. Ça peut en être une. Et donc, vous voyez que le dispositif est très important en termes de structuration de la filière, parce qu'évidemment, ces exigences d'éco-conception vont se baser sur évidemment un référentiel d'éco-conception sur lequel on va revenir. Alors, juste quelques points d'application pour que vous sachiez. Donc voilà, mais très rapidement, je n'ai pas le temps de les commenter, mais voilà, en gros, tous les critères qui sont dans la législation SPR, qui vont rentrer dans ce que la Commission pourra exiger. Hein. Mais vous avez vu, j'ai mis des flèches à 2 endroits importants, parce que je sais qu'il y a eu des débats, oui, est-ce que l'Europe... Oui, l'Europe veut exiger que l'empreinte environnementale figure sur le passeport digital dont je viens de parler, mais elle veut aussi que des notions de durabilité intrinsèques soient prises en compte, et c'est l'objet de ce référentiel dont on va parler. Sur le plan purement technique, le SPR va être mis en œuvre par la Commission elle-même, dans le cadre des dispositions, et vous voyez que tout va se passer avec la Commission qui sera la manœuvre et qui va devoir faire des études préalables dans le cadre de différents schémas de concertation, et certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de l'Eco-Design Forum, qui va se réunir dans les toutes prochaines semaines, mais toute cette phase préliminaire qui va conduire la Commission à analyser chaque secteur, et avant de définir ces exigences d'éco-conception, il y a tout un process de concertation avec les parties prenantes. Alors, le passeport digital, j'ai déjà quasiment tout dit, le passeport digital est un élément majeur de l'ESPR, puisque c'est lui qui va imposer que chaque produit, et je dis bien produit par produit, ait ce dispositif digital qui va permettre d'identifier le produit, et notamment avec toutes les informations que la Commission définira, au premier rang desquelles
l'empreinte environnementale. Voilà pour le passeport digital. Alors, le SPR définit, parce que le SPR est très très vaste, hein, ça va couvrir tous les produits de la grande construction, à l'exception de la partie food qui va être définie par un autre texte. Hein. Mais le secteur du textile sera le premier à passer sous la moulinette de l'ESPR. Et puis en termes on va dire, de cheminement, de mise en œuvre, vous voyez que j'ai repris, hein, tout ce que je vous montre, ce sont des slides de la Commission, hein, et vous voyez qu'elle a annoncé au mois de juin sa feuille de route, et en gros, la mise en place de toute l'étude préalable avec la convocation des parties dans le cadre de l'Eco-Design Forum, ça c'est prévu entre la fin de cette année et le début de l'année prochaine, ce sera probablement le début de l'année prochaine, et les premiers actes précis, hein, c'est-à-dire la mise en œuvre des actes délégués, est prévue entre 2025 et 2026, comme vous le voyez sur cette feuille de route, que la Commission a, analysé elle-même. Sachant qu'il est clair que les actes délégués, qui vont fixer toutes ces dispositions, seront ensuite mis en œuvre dans une période d'environ 12 mois, 12 à 12 mois, qui est le cadre légal de la mise en place des législations européennes. Alors, un point très important que d'aucuns ne soulignent pas suffisamment, le SPR cite bien la méthode PEF comme le cadre de référence. Sachant que la méthode PEF, comme vous le savez, c'est une forme d'ACV, hein, c'est une analyse d'ACV, mais avec un cadre précis, 16 catégories d'impact, dont l'empreinte carbone, et 16 catégories d'impact qui chacune ont des méthodes de caractérisation des impacts permettant justement de calculer, y compris l'empreinte carbone, mais les 16 catégories d'impact, de façon très précise. Et on ne peut pas changer ces méthodes de caractérisation, sauf à, évidemment, changer le score final. Et le principe de l'ESPR, c'est que toutes ces étapes et toutes ces mesures sont faites tout au long du cycle de vie des produits, avec la matérialisation au terme du PET d'un score exprimé dans une échelle continue, qui, plus le chiffre, on appelle ça des micropoints, plus le chiffre de micropoints est important et plus l'impact du produit est important. Ça, c'est la méthode de référence, mais cette méthode de référence, elle n'est pas figée, puisque la méthode PEF citée dans l'SPR, c'est une méthode générique qui se décline par ce qu'on appelle des référentiels catégoriels qui vont décliner les principes de base du PEF rapportés à certaines catégories. Et c'est justement l'objet de ce que nous allons vous montrer, c'est-à-dire que l'articulation ESPR-PEF, l'application du PEF pour le secteur de la main a fait l'objet d'un travail dont on parlera tout à l'heure, et qui est donc ce référentiel européen qui applique ces principes pour le secteur du textile. Alors justement, avant de vous montrer concrètement les choses, c'était important de vous montrer très concrètement qu'est-ce qu'il y a dans ce référentiel, quelles sont les règles qui permettent ensuite de calculer ce score conformément aux règles de la méthode PEF. Et je Merci Christophe. Donc voilà, en quelques minutes, mon rôle ici, c'est de démystifier ce qu'est un PEFCR et en particulier celui adressé au apparel and footwear. Donc sur le slide prochain, vous pouvez voir que, évidemment, le PEFCR, c'est une déclinaison sectorielle du PEF, que le PEF couvre déjà 80% des concepts méthodologiques, ce qui permet en fait de trancher sur énormément de sujets avant la mise en place du PEFCR lui-même. Le PEFCR, pour le dire autrement, c'est donc un rapport qui contient des annexes et qui contient surtout les 4 éléments que vous avez à l'écran ici: la segmentation des produits, l'unité fonctionnelle, des règles méthodologiques sectorielles et enfin une sélection des données secondaires. Si vous avez ça en tête, vous avez déjà l'essentiel de la compréhension de ce qu'est le PEFCR. Alors, de manière ciblée et pour bien mettre en perspective les excellents travaux qui ont été faits. Attends, tu vas trop vite. On a la partie, le périmètre ici, où on découvre la segmentation avec les 13 sous-catégories de produits telles qu'elles ont été définies, entre le t-shirt, le pull, les chaussures qui sont les catégories 11, 12 et 13, etc. Vous avez évidemment tout ça qui est repris directement du PEFCR dans sa version publique 2.0. Sur le slide suivant, vous découvrez la logique d'unité fonctionnelle. L'unité fonctionnelle qui prend en compte la durabilité des produits. L'unité fonctionnelle se définit à travers 4 grandes questions que vous voyez à l'écran ici. Ces 4 grandes questions mettent aussi en évidence la logique de duration of service, donc le nombre de fois qu'un produit est utilisé sur sa vie complète. Et ce nombre d'utilisations peut être aujourd'hui redéfini, on va dire, réajusté sur la base de 2 grands critères: la durabilité intrinsèque, avec une échelle linéaire avec la valeur minimum 0,67 jusqu'à 1,45,
qui est basé sur des formules avec des tests spécifiques décrits de manière très précise dans le PFCR, et la réparabilité, qui aujourd'hui est basée sur, on va dire, deux grands concepts, mais qui intègrent dans ces concepts le coût de réparation et la mise à disposition par l'entreprise de pièces, de services, etc. Donc, ces deux grands concepts permettent de redéfinir le principe de nombre d'utilisation et donc l'unité fonctionnelle en tant que telle. Au niveau des règles méthodologiques sectorielles, on a évidemment les frontières du système, où on découvre ici l'ensemble, pour le cas de tout ce qui apparaît, l'ensemble des étapes du cycle de vie, hein, évidemment depuis l'extraction des matières premières, comme le disait Christophe, jusqu'à la fin de vie des produits. Tout cela est évidemment décrit de manière très précise aussi pour la mise en place des règles associées. Ensuite, nous découvrons la deuxième partie, qui sont les listes de données d'activité à renseigner par chaque acteur pour chacune des étapes du cycle de vie, avec les concepts que la plupart d'entre vous connaissent aussi de données obligatoires et données non obligatoires. Et justement, lorsque les données sont non obligatoires, il y a un troisième concept qui sont les scénarios et valeurs par défaut, qui sont à appliquer lorsque les acteurs n'ont pas accès aux données, selon leur position dans la supply chain évidemment. Et là, on a un exemple à l'écran sur les transports, typiquement, qui est également issu du PESR. Dernier, last but not least, c'est la partie impact des microfibres, qui a été largement discutée aussi entre le secrétariat technique et différentes parties prenantes. Et ici, c'est un concept qui a été bien ajouté de façon spécifique au secteur textile, avec la base de données Microfiber Consortium pour la partie inventaire et le projet ILCA pour la partie biote marin au niveau des calculs. Voilà, donc c'est une première version. Le PFCR le précise, il pourra encore y avoir certaines améliorations liées à ça, mais c'est extrêmement structurant. Au niveau des données secondaires, évidemment, on a la base de données européenne plus une annexe qui précise quelles données utiliser lorsque on peut faire face à des data gaps. Et ce qui est important à avoir en tête quand même, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 550 datasets qui ont été créés ou mis à disposition dans le cadre de ce PFCR. Rien que pour le coton, on parle d'environ 20 datasets aujourd'hui qui sont distingués sur base de régionalisation, de type d'origine, recyclé, bio-based, etc. Et avec une documentation de plus en plus riche qui permet évidemment une utilisation la plus fine et précise possible. Alors, du côté de Glimpact, on a mis en place le European Glimpact Impact Score avec 3 grands volets de travaux de notre côté. La création de templates et produits représentatifs permettant aux utilisateurs d'obtenir un résultat immédiat, ce que la plupart d'entre vous ont pu faire en testant l'outil. Merci à vous d'ailleurs. La définition de scénarios afin de simplifier au maximum l'expérience utilisateur et arriver à très vite aussi des résultats et à affiner les scénarios qu'on a pu trouver dans le PSR. Et enfin, une simplification générale de l'expérience à travers une application dédiée mise en place par nos équipes. Merci beaucoup. Oui, on a juste le slide suivant d'exemple, mais on peut le passer. C'est simplement pour montrer les exemples de travaux qui ont été faits sur les scénarios. Voilà, donc on a fait des scénarios sur base de questions discriminantes qui permettent, selon des arbres de décision, d'arriver très vite au meilleur choix de dataset selon le type de matière, l'épaisseur de fil, etc., etc. Donc un gros travail qui a été fait en collaboration d'ailleurs avec nos partenaires textiles. Frédéric, alors juste un peu, parce que donc ce que vous a présenté Frédéric, ça c'est ce qui figure dans à part ce slide-là, sur lequel je vais revenir, dans le PFCR l'appareil footwear, qui donc, pour ceux qui ne le savent pas, le PFCR l'appareil footwear est une initiative de la Commission européenne, c'est elle qui préside ce qu'on appelle le secrétariat technique, et on a la chance, l'honneur et l'avantage d'avoir un des membres du Technical Secretariat, hein, en l'occurrence Renan Anke, qui est avec nous aujourd'hui, un grand témoin de la COS, qui nous expliquera comment les choses se sont passées. Hein. Et donc, ce que nous avons fait, nous, chez Glimpact, nous avons voulu contribuer à aider les entreprises que vous êtes aujourd'hui, et merci encore de nous avoir rejoints pour ce webinaire, et on a décidé de nous-mêmes, sur nos propres deniers, de mettre en place une application gratuite qui permet d'accéder simplement à ce référentiel pour non seulement le comprendre, le faire. Alors évidemment, on a fait, comme l'a dit Frédéric, hein, on a simplifié les choses. Nos outils Glimpact permettent d'aller beaucoup plus loin, mais cette application avait comme vocation pour nous de faire de la pédagogie pour faire connaître ce référentiel et surtout montrer que, il fonctionne, il est prêt, les bases de données sont accessibles, et vous allez le voir aujourd'hui en direct avec Julien, puisqu'on a voulu vous montrer des exemples très concrets avec l'accord de Renan et de Grégory. Nous allons vous montrer l'utilisation de cette application
qui s'appelle donc l'application, je vais te passer la main à Julien, qui est donc, on l'a baptisé European Global Impact Score, pour bien dire que c'est le score issu de l'application du référentiel européen PFCR Apparent Footwear. Alors le mieux, c'est de le montrer concrètement, et Julien va vous faire une présentation de cette application qui est accessible gratuitement sur le site qu'on va vous remettre dans le chat du webinaire, pour ceux qui ne l'auraient pas. Okay. Julien, c'est à toi. Très bien, je suis ravi d'être là et aujourd'hui, donc, comme disait Christophe, je vais vous présenter la manière dont Glimpact a permis de mettre en œuvre le référentiel PEFCR à travers une application qui est aujourd'hui gratuite et qui est la plus simple possible à travers différents scénarios, comme l'a dit Frédéric. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, l'objectif, finalement, c'est pas de faire appel à des experts ACV, mais c'est de se mettre dans la peau d'une personne qui a besoin, finalement, de faire cette évaluation environnementale avec comme objectif de pouvoir faire de l'affichage et de répondre aux différentes législations européennes en vigueur. Donc, pour cela, Glimpact vous propose une application qui s'appelle donc European Global Impact Score. Cette application est disponible directement en version SaaS. Donc, elle est disponible à travers une URL qu'on vous transmettra à la fin de ce webinaire, mais que vous pouvez retrouver directement sur notre site. L'application va vous permettre plusieurs choses. Donc, on voit l'application en elle-même qui va pouvoir permettre d'évaluer les produits. Donc, on va la parcourir juste après. Il y a toute une notion de documentation, une documentation qui va préciser les différents scénarios qui ont été mis en œuvre, les données qui sont disponibles pour évaluer les produits. Un forum qui va vous permettre aussi de partager les expériences ainsi que les différentes questions. Et tout un dispositif aussi sous forme de vidéo pour pouvoir aussi faciliter l'accès à l'application. L'application, en tous les cas, est très simple d'accès. À travers 3 champs, on a la possibilité de créer son compte et d'accéder directement à l'application Glimpact European Global Impact Score. Donc, cette application va déjà s'ouvrir et on va y afficher et visualiser un t-shirt classique en coton 250 grammes qui a déjà été modélisé, qui a un produit représentatif de la commission, qui va se baser donc sur bien des bases de données européennes et qu'on va pouvoir analyser juste maintenant. Donc, tout ce qui est important, c'est de pouvoir aussi, donc je me mets à la place finalement d'un chef de produit. La première partie, ça va être de pouvoir modifier le nom de son produit. On va pouvoir dire c'est un t-shirt coton de ma marque A. Donc, par exemple, on va dire que c'est même pas un t-shirt, on va même faire le polo Lacoste. Donc, le L1212, comme Rénal nous a permis de le faire très gentiment. Ce polo L1212, une fois qu'il a été déjà créé, on va pouvoir le configurer. Pour le configurer, on va avoir un formulaire de configuration des différentes données d'activité qui sont demandées par le PEFCR Apparel & Footwear. Des informations qui sont plutôt d'ordre général, donc on va pouvoir sélectionner différentes catégories de produits, donc les 13 catégories de produits, comme le mentionnait Frédéric. On va pouvoir sélectionner le poids du produit. Donc, le poids du produit, c'est un produit qui est un peu plus durable et donc un peu plus lourd, donc de 180 grammes. Et comme on le voit directement, l'impact du produit va se changer en direct. Et donc, on va pouvoir aussi visualiser différents indicateurs des différentes catégories d'impact, donc le score PEF en impact global, mais on peut aussi visualiser les autres indicateurs environnementaux. Ça peut être le changement climatique, et on va pouvoir le visualiser soit en unité fonctionnelle, donc c'est-à-dire par jour de portée. Le nombre de jours de portée va être modifié en fonction de la durabilité du produit, ou directement sur le produit en lui-même au niveau global. On va pouvoir aussi visualiser, par exemple, sa consommation d'eau. On va pouvoir voir l'utilisation de terre et ainsi de suite. Donc ça, je vous laisserai regarder directement l'analyse que vous pouvez faire de votre produit. On va pouvoir trouver en dessous aussi différentes analyses par étape du cycle de vie du produit. Et ça, c'est hyper intéressant pour savoir exactement où se situent les principaux impacts de son produit. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que sur cette version qui a été modélisée, la distribution nous représente finalement
qu'un très faible impact au regard de l'impact global, donc à peu près 1% de l'impact global du produit. Alors que c'est les matières premières et la fabrication sur lesquelles il va falloir travailler si on veut travailler de l'éco-conception. On va continuer à parcourir le formulaire. Donc maintenant qu'on voit les champs qui évoluent en direct. La durabilité, par défaut, la durabilité intrinsèque est spécifiée dans le PEFCR comme étant minimale, mais il est tout à fait possible de la modifier à travers des tests laboratoires qui sont déjà définis par le PEFCR. Dans le cadre du polo Lacoste, la durabilité est moyenne. Voilà. La réparabilité, donc de la même manière, on va pouvoir spécifier le prix de vente du produit et spécifier si des pièces détachées sont disponibles, un service de réparation et le right to repair de la directive européenne est respecté ou non. On va aller un peu plus dans le détail maintenant sur les matières qui sont disponibles. Donc la matière, on va pouvoir ajouter jusqu'à 10 matières différentes sur les produits qui ont du référentiel PEFCR, appareil and footwear. Dans ces 10 matières, on va avoir, dans les 10 matières du produit, on va avoir 40 datasets, donc données de matière qui seront aussi bien des données recyclées ou des données vierges. Donc, par exemple, on va avoir du coton recyclé, du polyester recyclé. Et on va pouvoir très facilement sélectionner cette matière qui va après scénariser l'ensemble des process de transformation. Certaines données, comme le coton, sont localisées. Donc, par exemple, on va pouvoir sélectionner une origine et on va pouvoir avoir des modifications d'impact au regard de la localisation de cette matière. Donc, on va avoir des matières du coton Turquie, du coton, par exemple, de Chine, ou du coton suivant différentes origines. Donc ici, on va pouvoir... Là, je précise, hein, on n'est plus sur un exemple de Lacoste. Exactement. Effectivement, là, on n'est pas du tout sur le Lacoste. Là, je montre... Effectivement, là, je simule et après, effectivement, je vais montrer. Tu as raison, Rénal, de me le dire. Pas de coton Chine. Effectivement. Et après, donc là, je montre effectivement le formulaire en lui-même. Et dans le cadre de Lacoste, on est sur du coton des États-Unis avec un titrage du fil qui est plutôt épais. Voilà, et donc aujourd'hui, on est bien sur du 100% coton des États-Unis. On va pouvoir aussi ajouter des accessoires. Par exemple, pour un polo, on va pouvoir ajouter un bouton en plastique et le poids de ce bouton en plastique et maximum de 10 carats. Voilà. Je fais quelques simulations. Je vous montrerai après la réalisation de ce polo Lacoste. Et au fur et à mesure, vous voyez l'impact évolue. Et donc, on va pouvoir après aller plus loin dans le détail sur tous les process de transformation qui peuvent être la coloration, la finition, l'assemblage. Certaines informations ne sont pas obligatoires dans le PEFCR Apparel and Footwear et de ce fait, Glimpact, dans des soucis de simplification aussi de l'expérience utilisateur, vous propose des scénarios par défaut. Et donc, ces scénarios peuvent être bien sûr modélisés dans l'application complète de Glimpact, mais pour l'application European Global Impact Score, celles-ci sont déjà définies par défaut. On a des scénarios de distribution et donc là, par exemple, on peut spécifier le fret aérien ou non, ainsi que la fin de vie du produit. Donc voilà, ça c'est le formulaire au global. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut après analyser les impacts de ce produit. Donc, je vous montrerai effectivement le produit, le vrai produit L1212 Reynald qu'on aura modélisé, qui n'est pas celui-ci parce que je ne vais pas modifier tous les champs à la main en direct, mais je les ai faits précédemment. Donc, on peut visualiser par exemple l'impact du changement climatique qui est seulement de 20% de l'impact global du score PEF. On va voir que le deuxième impact, c'est l'eutrophisation des eaux douces et le troisième, c'est les particules fines. On peut ensuite visualiser aussi la décomposition par étape du cycle de vie du produit. Donc, on voit que le plus gros des impacts, ce sont bien les matières premières, puis la fabrication et l'utilisation. On peut aussi zoomer sur certains indicateurs pour aussi visualiser cette décomposition par étape du cycle de vie. Maintenant qu'on a fait ce premier tour du propriétaire, j'ai envie de dire, maintenant on peut aussi, en cliquant sur Glimpact, aller voir ce polo Lacoste qui a été déjà modélisé. C'est celui-ci, qui est la collection 2024. Et donc on voit, on peut analyser maintenant les résultats de ce polo Lacoste, qui est de 22,7 micropoints par jour de portée. Et on va pouvoir aussi créer un scénario d'éco-conception. Donc ici, je peux montrer aussi par oui, pardon, excusez-moi. Effectivement, on peut aussi voir l'impact par SKU. Et
On va pouvoir aussi voir donc l'impact global, l'impact changement climatique et la consommation d'eau et ainsi de suite. Tous les différents indicateurs. Donc on voit que par exemple pour faire un polo Lacoste, il faut 4 mètres cubes d'eau, qui est pas négligeable. Donc là où c'est intéressant, c'est de pouvoir aussi faire un projet d'éco-conception. Donc ce projet d'éco-conception, on va pouvoir finalement modifier certains paramètres d'entrée et le comparer par rapport au produit qui aura été modélisé précédemment. Donc je vais sélectionner le produit qui aura été modélisé précédemment, le Polo L1212 de la collection 2024. Donc pour l'instant, les impacts sont les mêmes entre les deux simulations parce que je n'ai pas fait de modification. Je précise que là encore, on va faire l'apprenti sorcier devant le Effectivement. contrôle de Rénal. Donc c'était un exemple. C'est un exemple. Oui, Les secrets de Lacoste. Effectivement. Oui. C'est important de le dire parce que par exemple, le Polo Lacoste n'a pas de boutons en plastique, c'est des boutons en nage. Effectivement. Voilà. Tout à fait, oui, tout à fait. Bien meilleur. Effectivement, voilà, effectivement. Et donc là, prenons un exemple, si on travaille par exemple sur la durabilité de ce produit, sur laquelle on avait spécifié une durabilité plutôt moyenne. Si cette durabilité, à travers différents tests Lablo tels que définis dans le PEFCR, devient une durabilité maximale, on se rend compte que l'impact par jour de portée diminue de 27%. Ce qui est déjà une première piste d'éco-conception qui est très intéressante. Une des deuxièmes pistes d'éco-conception peut être aussi de modifier la matière, tout en sachant qu'aujourd'hui, il y a déjà un gros travail de sélection de matière et de localisation de la matière qui a été faite chez Lacoste. Et donc, ça, je laisserai Rénal vous donner un peu plus de détails là-dessus. Ensuite, on peut par exemple aussi travailler sur les taux de perte à la découpe. Si on baisse ces taux de perte à la découpe de 20 à 15%, on va pouvoir encore diminuer l'impact environnemental de 30% par rapport aux produits classiques tels que les modélisés dans la collection 2024. Voilà pour le premier exemple du Polo Lacoste avec quelques petites ajustements en termes d'éco-conception qui n'engagent forcément que moi en termes de ma modélisation. Là où c'est intéressant aussi, c'est de la même manière et grâce aussi à l'accord de Grégory de Chantel, on a modélisé un soutien-gorge Chantel qui a été réalisé ici et qui va vous permettre, donc on se retrouve finalement sur le même formulaire sur lequel il y a des paramètres d'entrée qui ont changé. Donc là, on n'est plus sur un polo ou un t-shirt, mais bien sur du sous-vêtement. Et on va avoir des poids qui sont différents. On va aussi avoir des matières, donc là les différentes matières qui sont à l'origine de ce soutien-gorge, donc du polyamide, de l'élastane, du polyester. Et là où c'est très intéressant dans la modélisation d'un soutien-gorge, c'est d'avoir des accessoires ou des fournitures qui sont déjà modélisées et donc sur lesquelles on peut ajouter ou supprimer autant qu'on veut, c'est-à-dire des agrafes, des armatures ou de la coque. Et de la même manière, on va pouvoir après simuler des actions d'éco-conception, donc par exemple ajouter des matières recyclées plutôt que des matières vierges, travailler sur le transport, travailler sur aussi du poids du produit ou de la durabilité. Merci beaucoup Julien. Donc vous allez pouvoir découvrir avec cette application plein de choses. Et notamment, je voudrais déjà dissiper des malentendus. On entend ici ou là que l'application du PCR en appareil de footwear viendrait favoriser les pratiques de fast fashion. Vous pourrez le voir que ce n'est pas le cas, que évidemment, on peut tout à fait comparer ce qu'on appelle un produit qui serait plutôt produit dans le cadre de pratiques de fast fashion, par exemple, avec du polyester non recyclé, qu'on comparerait avec un très bon coton, produit dans de bonnes conditions, et notamment du coton bio, mais du bon coton bio. Ronald va nous en parler, eh bien, évidemment, on pourra montrer que le coton avec le bon coton bio, le vêtement avec ce type de matière est moins impactant qu'un vêtement de fast fashion. De même, je pourrais multiplier les exemples. Alors justement, et vous pourrez vous-même, hein, je vous invite vraiment, puisque cette application, elle est faite pour que chacun d'entre vous puisse aller voir avec un produit particulier, même si on a fait des scénarios qui simplifie un peu les choses, mais vous verrez que vous pourrez véritablement vérifier ce que je vous dis. Le moment est venu d'accueillir nos grands témoins et je voudrais
encore et à nouveau les remercier. Donc, remercier donc Rénal, Anquet, de Lacoste, ainsi que Grégory. Et on trouvait que c'était très important de pouvoir partager avec Rénal et Grégory leur expérience. Alors, on va commencer par Rénal. À nouveau, bonjour Rénal, et merci de nous accorder votre temps précieux. Et alors, la première question que je voudrais vous poser, puisqu'on va le faire sous forme d'un échange entre vous et moi, on sait que Lacoste s'intéresse à ce cadre urbain depuis longtemps maintenant. On sait aussi, on y reviendra tout à l'heure, que Lacoste est membre du secrétaire technique du PFCR à la Parallèle Software. Mais première question, comment ce référentiel méthodologique a changé, on va dire, le regard de Lacoste sur les enjeux de la transition écologique? Comme beaucoup d'entreprises textiles, on est engagé sur des ambitions de réduction de nos impacts. Quand on a fait faire un premier bilan de nos impacts, ce n'est pas une surprise, on s'en doutait, mais on a vu que plus de 95% de nos impacts n'étaient pas chez nous, ils étaient sur notre chaîne de valeur, sur notre chaîne de fabrication. Donc ça a confirmé vraiment la priorité qu'on devait donner aux produits dans notre stratégie de réduction d'impact. Donc, évidemment, on avait besoin d'un cadre. On avait fait faire des premières ACV avant le PEF, avant que le PEF ne sorte une première esquisse de méthodologie. On a vu qu'en fonction des paramétrages, etc., on avait des résultats qui n'étaient pas stables et pas cohérents. Donc, on était vraiment en attente d'une méthode standardisée, harmonisée. Donc, le PEF a répondu à cette demande. Et pour répondre à la question plus précisément, c'est vrai que ça a été un cheminement. On a fait comme la simulation qu'a fait Julien à l'instant. On est d'abord, comme beaucoup d'entreprises, on est parti dans la sélection de matières plus éco-responsables, coton biologique, polyester recyclé, qui sont majoritairement présents dans nos collections. C'était un premier levier, mais quand on est rentré un petit peu dans le détail, on a vu que c'était loin d'être suffisant, et dans certains cas même contre-intuitif, dans certains exemples. Et le deuxième levier qu'on avait identifié, mais ça c'est un peu l'ADN de Lacoste, c'est la prise en compte de la durée de vie des produits. Pour nous, c'est un élément majeur parce que quand on fait un produit de qualité, on doit investir dans la chaîne de valeur un petit peu plus d'impact. Et donc, il faut qu'on puisse récupérer cet impact de fabrication supplémentaire avec la prise en compte de la durée de vie, donc ce qu'on appelle aujourd'hui la durabilité intrinsèque des produits. Pour nous, c'est capital. Alors, on profite de votre présence, Rénal, parce que vous avez été, puisque rappelons que le Technical Secretariat de ce référentiel européen qui est présidé par la Commission, et je le rappelais, ce n'est pas les acteurs qui... et dans ce référentiel, dans ce Technical Secretariat, il n'y a pas uniquement Lacoste, il y a peu qui ont voulu participer aux travaux. Et alors, comme Lacoste a été membre à l'origine, a rejoint le Technical Secretariat il y a à peu près 2-3 ans maintenant. Plus de 3 ans. Plus de 3 ans. Comment ça se passe? Et alors, est-ce que ce secrétariat technique a permis aux uns aux autres, y compris les États, en particulier la France, de s'exprimer ou pas? Alors, contrairement à ce qu'on a pu entendre, ce n'est pas une grosse assemblée avec du lobbying, etc. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Ce sont principalement des marques textiles, tout segment. Il y a le luxe, il y a le premium, il y a le mass market qui est là. Donc, c'est assez bien représenté. Et on a quelques acteurs externes, comme l'ADEME, donc l'agence du ministère français de l'écologie, qui est présente et qui a l'occasion de pouvoir apporter ces éléments. Comme tous les acteurs. Il y a aussi quelques fédérations, des représentants de la chaussure. Donc, c'est vraiment un vaste panel d'acteurs vraiment de la chaîne textile. Et la règle de gouvernance, c'est qu'on fonctionne par consensus? Exactement. Il y a des débats, on a des experts qui nous accompagnent sur certaines thématiques très pointues. Il y a des débats à l'intérieur et il y a des votes qui sont faits et qui débouchent sur des choix de méthodologie. Mais on est toujours validé par un cabinet expert externe qui s'appelle Cantis, on peut le citer, qui nous accompagne et qui nous fait nous poser les bonnes questions pour avoir l'arbitrage le plus éclairé possible. Qui est l'expert technique pour suivre les travaux. Exactement. Et quant à nous, n'oublions pas qu'on a été parmi les experts techniques pour la partie des supporting studies, dont certains qui nous écoutent y ont participé. Alors, dernière question, Rénal, il va y avoir d'autres débats. Qu'est-ce que, en gros, l'application de ce référentiel au sein de Lacoste, qui a déjà initié des pratiques d'éco-conception, en gros, si on voulait répondre à la question qu'est-ce que Lacoste a découvert, et sans révéler de secret, évidemment, sur quel axe cette approche vous a permis de travailler?
Un des intérêts de ce projet PEF européen, c'est déterminer un petit peu les hotspots, les points durs qu'on doit travailler en priorité parce on sait qu'ils auront un impact significatif. Donc, en premier lieu, comme j'ai dit, le choix des matériaux. Donc, voilà, coton plutôt bio dans un premier exercice. L'étape de teinture également, par exemple. La culture du coton, là aussi, la façon dont est cultivé le coton est important. Et aussi, évidemment, la durée de vie, j'en ai déjà parlé. Donc, pour nous, quand on a fini cette première étape d'éco-conception en mettant les bons matériaux, on va dire, et d'avoir travaillé, encore amélioré la durée de vie des produits, le point le plus complexe, mais qui est très apporteur de valeur ajoutée, c'est la supply chain, la filière de fabrication. Donc, on a remonté toutes nos filières de fabrication jusqu'au champ de coton, jusqu'au pays d'origine de coton, et on a pu récupérer des datas. Par exemple sur la culture du coton, la consommation d'eau, les intrants, etc. Les productivités, ça a aussi un impact. Et on a revu notre stratégie de sourcing par rapport à ça. Donc, ça a vraiment eu un impact sur nos choix de sourcing pour améliorer notre performance. Par exemple, sur le coton, notamment sur le coton, on a sorti certains pays de notre sourcing de coton pour en favoriser d'autres. Ce qui veut dire, et j'y reviendrai parce qu'il y a une question qui a été posée, on y reviendra tout à l'heure, que le référentiel dans son état actuel permet d'ores et déjà aux entreprises de travailler sur leurs enjeux majeurs et sur leur, on va dire, la préparation à l'éco-conception, qui est l'objet même de cette législation. C'est clair. Pour moi, les piliers, il y a 3 piliers pour pouvoir être efficace. L'éco-conception, le choix des matières, la durée de vie des produits et la chaîne de valeur, la chaîne de fabrication. C'est vraiment sur ces 3 et ce n'est pas l'un sans l'autre. On peut faire un très beau produit, très bien conçu. Si vous le mettez dans une chaîne de fabrication qui rejette de l'eau polluée, etc., vous perdez tout le bénéfice. Donc, il faut vraiment l'ensemble de ces 3 piliers pour pouvoir améliorer la performance environnementale de nos produits. Et c'est vraiment produit par produit. Alors, merci beaucoup, Rénal. On a une autre chance, celle d'avoir Grégory, qui est donc le directeur de développement durable du groupe Chantel, groupe historique enfin marque iconique comme Lacoste et maintenant Chantel. Alors Grégory, vous avez comment dirais-je, une expérience particulière puisque vous avez été la première marque à publier sur votre site internet l'affichage environnemental appliquant le PFCR, Environmental Footwear, au mois de juin dernier. Alors, même question, Grégory, pour commencer. L'utilisation de ce référentiel, en quoi il a été structurant pour Chantel, et notamment sa volonté de… Ah oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, pardon? Oui. En quoi ça a été structurant pour la volonté du groupe Chantel de réduire l'impact environnemental de ses collections? Je vais essayer de résumer, puisque le cheminement, finalement, a pris quelques années. Mais la première étape, en fait, ça a été la création de notre ligne Chantel One. Chantel One, c'est une création qui date de 2020-2021. C'est la première ligne de lingerie circulaire. On a eu l'opportunité de travailler avec une société chimiste, notamment nous aidant à identifier un élastane permettant le recyclage en fin de vie. Et il nous fallait être en capacité de modéliser l'impact environnemental de notre produit et non pas modéliser au travers d'un critère simple et unique qui était par exemple les émissions de gaz à effet de serre, mais multicritères. Et d'autre part, il nous fallait pouvoir utiliser une méthode qui puisse être reconnue à l'international, puisque le groupe Chantel, c'est très majoritairement des ventes au sein de l'Union européenne, mais aussi par exemple des ventes aux États-Unis. On a donc cherché sur le marché et cherché aussi les méthodologies. On a rencontré les équipes de UCAN Greenpipe à cette époque-là et on a commencé en fait à modéliser l'impact environnemental de nos produits Chantel One. Et puis on a comparé l'impact environnemental de ces produits Chantel One avec des produits en fait de nos collections et on a pu identifier ces premiers spot dont Rénal parlait tout à l'heure, à savoir les points chauds d'éco-conception en fait sur nos articles. Et on s'est dit, ok, c'est une super nouvelle. Malgré tout, en fait, on ne parle que de quelques produits. Est-ce qu'on est en capacité en fait d'aller plus loin? Aller plus loin, ça a été en fait de modéliser l'intégralité de notre collection.
On a la chance en fait d'être des industriels, donc ça veut dire que l'on possède nos propres usines en Asie, au Maghreb, en France. On fabrique nos produits, on connaît en fait nos nomenclatures puisqu'on achète directement nos matières, nos fournitures, nos doublures. Et donc, ça nous a aidé fortement à pouvoir modéliser l'impact environnemental de nos collections. Donc, première collection complètement modélisée, collection automne-hiver 2022. Et puis, pour aller encore plus loin, on s'est dit, bon, OK, on peut modéliser l'impact environnemental de nos collections. On se rend compte, en fait, que les produits, dans l'impact de notre société, dans l'impact de notre groupe, c'est qu'une toute petite partie, mais est-ce qu'on est en capacité de modéliser le groupe dans sa globalité? Et de là, en fait, on a tiré le fil pour faire un OF, qui est l'Organisation Environmental Footprint, c'est-à-dire l'impact environnemental de notre organisation Chantel dans sa globalité sur une année, en comparant notre année de référence 2019 avec l'année 2022. Ça nous a permis en fait de confirmer les points d'impact prépondérants et puis aussi de se dire, OK, quels sont en fait ces impacts prépondérants? Ils tournaient tous à plus de 70% autour de la consommation directe et indirecte de ressources fossiles. Dans notre cas, émissions de gaz à effet de serre, émissions de particules fines, acidification, production d'ozone, etc. Et donc, on s'est dit, la meilleure manière de réduire l'impact environnemental de notre organisation, mais aussi des produits, c'est bien entendu de travailler au niveau des produits et de réduire en fait nos émissions de gaz à effet de serre, et qui, par effet collatéral, nous permettra de réduire en fait l'ensemble des autres impacts. Et c'est comme ça en fait que l'on avance maintenant depuis 2022. Donc, en fait, à partir du référentiel, vous avez pu travailler sur les enjeux d'éco-conception sur les produits. Et comme l'a précisé Grégory, effectivement, le dispositif de l'Union européenne sur la partie méthodologique, le cadre PEF, lui, se décline dans un volet organisationnel qui s'appelle l'OF, Organisation Environmental Footprint, comme il y a Product Environmental Footprint. Et c'est vrai que l'expérience de Chantel est intéressante parce que la boucle est bouclée. Le scope 3 est maintenant décliné avec la précision de l'analyse environnementale avec ce référentiel. D'où l'importance d'avoir un référentiel. Une autre question. Aujourd'hui, comme pour Lacoste, qui a beaucoup anticipé, mais vous l'avez fait aussi, puisque vous êtes déjà dans l'affichage. Bon, l'arrivée de ce nouveau cadre réglementaire est quand même très structurant pour tous les acteurs. Est-ce que chez la Chantel, on considère ça comme une contrainte supplémentaire ou au contraire une opportunité? Clairement une opportunité. Comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Christophe, en fait, on a décidé de donner l'information en fait à nos consommateurs. Mais nos consommateurs pour Chantel, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, ce sont des consommateurs européens. Et donc, depuis la collection d'automne-hiver 23, donc c'est même une saison plutôt que ce que vous évoquiez tout à l'heure, Christophe, on donne l'information à destination de nos consommateurs en France, en Italie, en Espagne, en Belgique, au Danemark, et depuis cette collection en fait, d'automne-hiver en Allemagne également. Et sans l'utilisation d'une méthodologie européenne, nous ne serions pas en capacité de partager cette information avec l'ensemble de nos marchés selon le même référentiel. Et donc sans distorsion de marché possible. Et c'est clairement une opportunité. Pourquoi? Parce qu'on affiche, certes, mais on explique aussi à notre cliente comment on va tenter, on va travailler à réduire l'impact environnemental, et on leur partage des notions en fait, d'éco-conception, les leviers que l'on souhaite actionner, et on espère très rapidement que dès lors que le SPR se mettra en place, avec le passeport digital, on sera en mesure de se comparer à nos confrères, à nos concurrents, et de montrer en fait tout le chemin que Chantel a pu initier depuis maintenant 3 ans. Merci beaucoup Grégory. Une dernière question à tous les deux, Reynald et Grégory, avant qu'on passe à la réponse aux questions, parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont arrivées. Donc Elsa et Marlène on en fait une petite synthèse, on va y répondre. Mais question à tous les deux. Bon, cette législation va changer beaucoup de choses dans le secteur. Quels sont, selon vous, pour des grandes entreprises comme vous, et même pour des PME, et en partie dans l'industrie textile, quels sont les grands enjeux de cette offensive européenne qui consiste finalement à imposer sa souveraineté environnementale aux frontières? Alors, je vais commencer, je te laisse la main en fait, Reynald, mais déjà le point qui a été évoqué en préambule de ce webinaire est fondamental pour moi, c'est un cadre méthodologique européen. D'abord, c'est un règlement. Et donc,
par règlement, on entend un texte législatif qui va s'appliquer stricto sensus à l'ensemble des États membres de l'Union européenne sans transposition, quel qu'il soit, par quelque État. Ce qui veut dire que la France, comme les autres pays de l'Union européenne, suivront la même méthodologie. Et pour des acteurs comme nous, comme pour Lacoste, j'imagine, qui vendons en fait dans quasiment tous les pays de l'Union européenne, avoir une seule et unique méthodologie, c'est vraiment en fait fondamental. Oui, j'abonde complètement avec ce qu'il a dit. Nous aussi, on ne veut pas gérer 36 000 méthodologies. On veut une méthodologie vraiment sérieuse qui a été construite dans le temps. C'est quand même pas mal d'années de travail, d'expertise, d'investissement fait de la part de l'Europe, mais aussi des marques qui ont participé. Hein. C'est pas gratuit tout ça. Et pour nous, l'objectif, c'est vraiment de protéger aussi juridiquement la marque, d'éviter, on a vu quelques initiatives de marques, je pense de bonne foi, mais qui se sont fait un peu rattraper par la police et à qui ça a coûté cher, pas seulement sur des enjeux de business, mais aussi sur leur de réputation. Donc un règlement comme ça, ça couvre ce risque, c'est important pour nous. Et derrière, ça crée aussi des belles opportunités de communication pour nos clients, puisqu'aujourd'hui on parle bien sûr d'affichage environnemental, c'est l'objectif numéro 1, mais ayant la traçabilité, ayant la volonté d'agir dans notre supply chain, dans notre chaîne de valeur, dans nos filières de fabrication, eh ben, on est connecté à toute notre filière. On va pouvoir encore améliorer la qualité de nos produits parce que la qualité, elle ne se fait pas chez le confectionneur au bout de la chaîne. Hein. Elle se fait aussi au niveau de la teinture, elle se fait au niveau de la sélection des fibres, etc. C'est tout ça la qualité totale. Ça nous permet aussi d'être plus forts sur le devoir de vigilance, les conditions de travail de notre chaîne de valeur. Là encore, ce n'est pas que à l'étape finale de fabrication que ça se passe. Hein. C'est au niveau des teintures jusqu'au champ de coton, des filateurs, etc. que ça se passe. Donc tout ça, ça fait un peu boule de neige et c'est une opportunité vraiment réelle pour les marques qui y travaillent de pouvoir avoir des champs de communication et de rendre aussi plus désirable leur marque et de protéger aussi leur marque. Plus désirable. Il y a des questions pour vous, Rénal, et pour vous, Grégory, donc on va commencer par vous. Honneur par égard à votre présence. Alors, il y a une question. Bonjour, concernant le PSR implémentateur, le document rédigé par Conti, c'est encore à l'état de draft. Alors d'abord, oui, pardon, je juste vous la question, la méthode définitive de calcul du score n'est pas encore totalement figée. Pourquoi ne pas préciser ce point? D'abord, je ne précise pas ce point parce que ce n'est pas le cas. Hein, c'est pas le cas. Le référentiel est finalisé. Hein. Alors, ce référentiel, il a été, donc c'est 4 ans de travail, c'est vrai, à peu près 4 ans de travail. Il y a eu 2 ou 3 consultations publiques. Le texte qui nous a permis, nous, de mettre en œuvre cette application européenne Global Impact Score, c'est la dernière version. Donc, si je ne m'abuse, c'est la version 2.0. Crédit, tu me confirmes, hein, c'est la version 2.0. C'est ça? Bon. Et donc, elle est figée. Ce qui n'est pas figé, c'est que, et peut-être que je l'ai dit en début de séminaire, mais pour que les choses soient claires pour tout le monde, la commission, c'est elle qui va choisir le référentiel dans son acte délégué d'application de la législation SPR pour les produits de la mode. Mais vous imaginez bien que la commission, elle ne va pas reprendre tout un travail qu'elle a elle-même initié. Donc, elle va prendre le PSR Apparent Footwear. Il y aura certainement des modifications qui seront faites. Hein. Et d'ailleurs, je peux vous en parler en connaissance de cause, puisque l'Impact a l'honneur et la chance et l'avantage d'avoir la commission, d'avoir vu la commission lui confier le soin de mettre en œuvre l'équivalent de ça pour le secteur des batteries et des cellules photovoltaïques, où l'acte délégué, il est écrit. Donc, on le met en œuvre à travers une application qui va permettre aux acteurs de calculer leur score mental. Donc, c'est l'exact principe de l'ESPR et la commission s'est évidemment inspirée des PESR qui existaient pour les batteries et pour les cellules photovoltaïques. Donc, le PESR, par le futur, c'est sa version finale. Il reste une étape, donc malheureusement l'un des leaders, mais je vais parler sous le contrôle de Rénal, c'est qu'il y a encore une petite étape qui est la validation par la commission, hein, mais la commission président, le technical secrétaire, ça c'est prévu, je crois, au début du premier trimestre de 2020. Oui, avril normalement. Avril, c'est ça. Voilà. Mais c'est pour ça que nous disons, d'ailleurs, c'est pour ça que c'était important d'entendre
des marques qui ont vécu ça, hein, qui le font. C'est que les fondamentaux, et c'est tout l'intérêt du PEF, comme l'a dit très bien Frédéric tout à l'heure, le PFCR n'est que l'application sectorielle du PEF, dans lequel l'essentiel des fondamentaux sont là. Donc, même si le référentiel évolue à la marge, et même sur des points, eh bien, ça ne changerait pas fondamentalement les grands enjeux sur lesquels les marques travaillent. C'est la raison pour laquelle nous, la position de l'IPAC, c'est de dire, et notamment au gouvernement français, qu'il faut s'inscrire dans un cadre européen, ne serait-ce que pour permettre aux entreprises d'avoir une règle claire et partagée. Alors voilà pour cette réponse, mais qui était une question structurante. Alors, question pour Reynald. Comment a été opérée la collecte des data au niveau pays pour Lacoste et quel niveau de difficulté vous avez rencontré sur cette étape majeure? Alors, ça, c'est une très bonne question. En fait, les marques ont deux choix. Soit elles décident, soit elles ont une ambition de réduction de leurs impacts au niveau du produit, auquel cas, je dirais, elles n'ont pas le choix. Elles doivent remonter leur traçabilité et elles doivent collecter ces datas. Donc, ça ne s'est pas fait du premier coup, vous en doutez, ça a pris plusieurs années. Il faut onboarder, se connecter à ces fournisseurs. Et pour remonter chaque tiers, il faut être fort chez ces fournisseurs. C'est quelque chose qui demande vraiment un investissement. Et c'est de tout ce projet, la plus grosse difficulté qu'on a rencontrée, c'est vraiment cette remontée de la traçabilité à la référence. Et aujourd'hui, avec des outils, avec du data management, on couvre 97% de nos références, on connaît la chaîne de valeur jusqu'au rang 4, jusqu'à la filature. Mais ça ne s'est pas fait en un jour. Mais si on veut agir, on n'a pas le choix, il faut en passer par là. Parce que le deuxième choix qui s'offre aux marques qui ne veulent pas investir dans cette traçabilité, c'est que du coup, l'Europe autorise à prendre une valeur moyenne dans une base de données européenne. Mais du coup, je vais me retrouver, si je fais ça, avec les mêmes notes, avec les mêmes datas que mes concurrents, et je vais avoir un score approchant si je pourrais jouer en faisant une matière un peu plus légère, en augmentant un peu ma durée de vie, mais n'est pas suffisant pour améliorer mon score. Donc, cette collecte de data, là aussi, c'est les études de cas qu'on a menées. Hein. Il ne s'agit pas de demander 60 data à une usine, mais quelques data importantes, vraiment structurantes, qui vont pouvoir nous permettre de faire un calcul. Exemple, quelle est la consommation d'eau par tonne produite? Quel type d'énergie utilise l'usine? Est-ce que c'est du charbon? Est-ce que c'est du biogaz? Est-ce que c'est du gaz, etc. Quel est le mix énergétique? Voilà, c'est quelques questions très simples qu'on réussit à collecter assez facilement quand on a réussi à faire ce lien avec sa chaîne de valeur. Merci, Reynald. Et tu cites quelque chose de majeur, hein, il faut le rappeler encore et toujours. Le référentiel Apparent Footwear propose des valeurs par défaut quand on n'a pas l'information. Il y a même des valeurs spécifiques obligatoires pour certaines valeurs qu'on doit renseigner, mais pour celles qu'on n'a pas, on peut utiliser ces valeurs par défaut, mais ça ne veut pas dire que vous êtes condamné à utiliser les valeurs par défaut. Et c'est très important ce que tu viens de dire, Alain, parce qu'effectivement, le PFCR et la méthode PEF en général permet d'introduire les valeurs spécifiques. On le voit sur tout le travail qui a été fait chez Lacoste dans le coton, mais c'est très important de voir que, et c'est là-dessus que se font les arbitrages d'éco-conception, parce que c'est dans la collecte de ces données spécifiques qu'on va trouver les plus grands leviers d'éco-conception. Alors, question pour Grégory maintenant. Monsieur Darcy, dit cette personne, est-ce que cet affichage que vous avez mis en œuvre vous permet d'être différenciant par rapport à vos concurrents? Est-ce que cet affichage fidélise vos clientes? Quelle valeur ajoutée par rapport au temps passé à calculer cet impact? Bonne question. Alors, déjà, le temps passé, finalement, par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, moi, je n'ai pas de temps additionnel. On a déjà entrepris, en fait, de calculer l'impact environnemental de nos produits afin de travailler à l'éco-conception de ces produits et de nos collections dans leur globalité. Donc, finalement, les données, je les ai déjà. Là, je les mets juste à disposition, en fait, de ma cliente. Concrètement, aujourd'hui, me comparer à mes compétiteurs ou à mes collègues, c'est assez difficile puisque très peu, voire quasiment personne, en fait, n'affiche. Donc, c'est plus une phase d'acculturation que je propose à mes clientes. C'est de commencer, en fait, à découvrir ce qu'il y a derrière un score environnemental, comment il est composé, comment, en fait, je peux définir les leviers permettant de réduire l'impact environnemental. En dessous, en fait, des widgets que l'on peut trouver sur nos sites Internet, on a un lien directement avec nos pages qui explique ce qu'est l'éco-conception et comment on a décidé d'agir
hein, typiquement, pas forcément en travaillant sur le polybag parce que ça représente 0,35% de l'impact environnemental du produit, mais plutôt un peu pour rejoindre en fait Reynald, valoriser le travail que l'on fait de manière native, c'est l'ADN de Chantel comme c'est l'ADN de Lacoste, de travailler sur la durée de vie de ces produits fortement et de faire en sorte que les méthodologies d'évaluation de l'impact de la durée de vie des produits puissent être travaillées, à être intégrées dans cette méthodologie et à être travaillées sur un consensus européen. Mais également, et dans notre cas, on a une chaîne de valeur éclatée avec des usines qui nous appartiennent en Asie et en Europe, c'est travailler aussi aux méthodologies de transport qui ne sont pas forcément, on l'a vu, les problématiques que l'on pourrait retrouver dans une chaîne de valeur comme celle de Lacoste, mais qui pour nous, en fait, est une problématique importante. Merci beaucoup. Oui. Alors, on a encore beaucoup de questions, on va en prendre quelques-unes encore pour ne pas trop retarder. Alors, il y a une question importante, hein, qui est à mon avis pour nous. Hein. Question pour l'affichage. Alors, la publication du score est-elle accompagnée de la recette de configuration? Y a-t-il une restitution normalisée? Alors là, je répondrai, nous, en ce qui concerne l'impact, à la fois cette application qu'on a mis gratuitement en ligne, que je viens d'évoquer, hein, permet de calculer le score conformément aux règles du PEF et du PEF Footwear. L'affichage, en fait, c'est ni plus ni moins que le score PEF. Et il faut savoir que l'affichage aux yeux de l'Europe, c'est le passeport digital produit. Et le passeport digital produit, il va comprendre un certain nombre d'informations de traçabilité et autres, dont l'empreinte environnementale des produits, d'où l'importance d'avoir une méthode qui est européenne et harmonisée. D'ailleurs, je précise, hein, enfin tout le monde verra où va mon regard, le SPR et les actes délégués s'imposent à tous les États, au premier rang desquels la France. Hein. Et donc, le SPR stipule dans son préambule, je vais vous épargner de vous le lire, hein, c'est pour ça que je suis toujours étonné des débats sur tout cela, le préambule de la Commission européenne, c'est de dire, si les États fixent eux-mêmes un régime particulier pour chaque pays, il y aura là une atteinte au fonctionnement normal du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Puisque vous imaginez un polo Lacoste noté X en France, Y en Italie, et il pourrait y avoir ce que la Commission appelle des distorsions de concurrence. Donc, l'affichage environnemental pour le SPR, c'est le passeport digital, avec l'empreinte environnementale telle que calculée dans le référentiel sectoriel. Alors ensuite, il y a une question que je considère comme probablement provocatrice, hein, mais on va la donner. Le coton vierge est mieux noté que le coton bio. Le polyester neuf est mieux noté que le polyester recyclé. Mais la personne qui me pose cette question, je suis content que vous me la posiez parce que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On peut vous le montrer très, très simplement. Non, le coton vierge n'est pas mieux noté que le coton bio. Attention, il faut savoir de quel coton bio on parle. Dans la base européenne, il y a une quinzaine de cotons bio. D'accord? Donc, il y a des cotons bio. Et je pense que Reynald pourra me le dire, vous le dire beaucoup mieux que moi. Il y a du bio et du bon et du mauvais bio. Alors, c'est pas. Ça, c'est vraiment, comme tu as dit, Christophe, c'est une provocation. C'est oui, on peut trouver dans le monde un coton bio qui sera moins bien noté qu'un autre coton conventionnel dans une autre partie du monde. Si on raisonne un peu plus scientifiquement, sur une zone donnée, un pays donné, le coton bio est toujours meilleur que le coton conventionnel. Parce qu'il n'y a pas d'intrants chimiques, parce que, voilà, etc., etc. Mais par contre, sur certaines zones, par exemple, prenons l'Inde, qui est un pays gros producteur de coton bio, les pratiques environnementales ne sont pas exceptionnelles et un coton australien conventionnel sera moins impactant parce que extrêmement peu d'intrants chimiques sur la partie australienne, parce que très forte productivité à l'hectare en Australie versus la productivité du coton bio indien. Voilà, c'est un exemple. Et puis la consommation d'eau aussi. Hein, et l'eau, évidemment, est partie prenante de tout ça. Donc, tout ça font qu'on peut trouver ces exceptions qui étaient citées, mais qui sont vraiment marginales. De façon générale, évidemment, il faut favoriser le coton bio versus le coton conventionnel. Mais ça mérite de creuser, c'est pour ça qu'on l'a fait, de remonter à la source pour trouver les meilleurs cotons, quels qu'ils soient. Nous, ce qui nous guide chez Lacoste, c'est de trouver les
meilleurs cotons. S'il est bio, on le prend, et c'est le cas dans la majorité des cas, mais on peut avoir aussi des exceptions où on a de très beaux cotons qui ne sont pas bio, et c'est ce qu'on a rencontré dans notre remontée de nos supply chains. Donc, deux choses très importantes hein, pour répondre à votre question. Non, la méthode européenne ne favorise pas les uns par rapport aux autres. Le coton bio, enfin, la notion de bio n'est pas suffisante en elle-même pour évaluer la performance mentale de quelques matières qui soient. Parce que le bio, le cahier des charges bio, c'est essentiellement des enjeux de santé publique, c'est-à-dire pas d'usage d'intrants d'origine chimique, mais il y a d'autres aspects qui doivent être pris en compte dans l'impact environnemental, notamment du coton, c'est la consommation d'eau, les différents intrants, quand bien même il ne sera pas chimique, vous voyez ce que je veux dire. Donc vous verrez qu'il y a des cotons bio qui sont bien meilleurs que des cotons conventionnels, et l'inverse est vrai, comme l'a dit Renan, sachant globalement, toute chose égale par ailleurs, un coton bio sera meilleur, moins impactant, globalement, je dis bien. Voilà. Donc, ne faites pas dire au thermomètre, hein, donc le référentiel, des choses qui ne sont pas le cas. Je reprends d'ailleurs ce que vous dites, hein, ce qui peut favoriser des articles Shell, par exemple, et recaler des Stella McCartney. Ben non. Alors, je voudrais bien que la personne qui dit ça, d'ailleurs, on va vous envoyer l'analyse pour vous montrer, parce qu'on l'a faite, l'analyse, hein, puisque combien de gens nous ont dit, oui, là, les t-shirts Shell ou les vêtements Shell ressortent mieux grâce au web. C'est pas vrai. C'est vrai. D'ailleurs, c'est pas vrai, je peux permettre, sur la méthode européenne, oui. Parce que la méthode européenne prend en compte la durée de vie des produits. Si vous ne prenez pas en compte la durée de vie des produits, bah, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un bon score? Vous prenez très peu de matière, des matières très fines, et comme vous n'avez pas de correctif sur la durée de vie du produit, vous aurez un bon score. Donc, ce qui va bien à la fast fashion, j'imagine. Mais si vous prenez en compte la durée de vie, la qualité du produit, avec cette surconsommation, parce que vous avez besoin de surconsommer, c'est pas le cas. Et encore une fois, je vous invite, l'application est gratuite, allez le vérifier vous-même, et si vous avez moins de soucis, on vous y aidera. Alors, le corollaire à ça, hein, et on va prendre deux autres questions. Pourriez-vous en dire plus sur la base de données sectorielles mise en place pour le PFCR, gouvernance, maintenance, propagation des bénéficiaires? Alors, ça, c'est une excellente question. Enfin, même les questions pour Cathy, c'était des bonnes questions. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des bonnes, des mauvaises questions. Mais sur celle-là, alors, ça, c'est un sujet sur lequel la Commission travaille. Nous avons d'ailleurs, nous, fait partie de ceux qu'elle a interrogés, comme les marques qui sont ici présentes. Hein. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que chaque PESR, c'est que la Commission a mis en place une base de données qui est gratuitement accessible, mais sous la condition que vous utilisiez le référentiel et pas autre chose. Hein. Autrement dit, je sais qu'il y avait des polémiques au sein du gouvernement français qui disaient oui, les données européennes ne sont pas accessibles. C'est pas vrai, elles le sont, on les utilise. D'ailleurs, pour l'application, elles le sont sous réserve que vous respectiez le cadre du PFCR. Et d'ailleurs, il y a des notions de contrat d'usage qui font que vous ne pouvez utiliser ces bases de données que dans le cadre des référentiels prévus. Donc, la Commission, elle a une base de référence, ce qu'on appelle les bases de données secondaires, qui fonctionnent sur quasiment tous les référentiels. Et puis, il y a des bases sectorielles, comme celle que la Commission a fait produire. Hein. C'est un énorme investissement pour la Commission, qui sont toutes les données que vous a présentées Frédéric tout à l'heure, c'est-à-dire des données propres à l'industrie textile et qui sont les données de référence utilisées pour exploiter le PFCR. Et ces données figurent dans le, enfin, vous y avez accès dans l'application européenne Global Impact Score. Voilà. Alors, il y avait d'autres questions, mais je vais peut-être en prendre une dernière qui me paraît la plus structurante. Christophe, j'ai essayé de répondre a priori à 100% des questions par écrit. Donc, ce qui est bien, c'est que quand tu réponds oralement, généralement, tu dis la même chose que moi avec parfois plus de précision. Donc, on est raccord. C'est déjà une bonne nouvelle. Mais donc, normalement, tout le monde a plus ou moins une réponse. Hein. Je suis en train de vérifier, mais voilà. Ah, toutes les réponses, OK. Et y en a-t-il une qui n'a pas eu de réponse? Ben, je pense qu'il y en a une qui mérite, surtout que vous êtes à trois avec Grégory et Reynald autour de la table, c'est qu'il y avait une question qui était liée à est-ce qu'il est prévu un double affichage? Alors, je pense que c'est dans l'outil Glimpact, mais c'est plus global, je pense. On peut y penser de manière globale entre le score et Cobalise. Il y avait même une question, quelles sont les différences? Alors là, on ne va pas se lancer dans un autre webinaire d'une heure, je pense, pour expliquer les différences entre le PFCR et Cobalise. Mais voilà, c'est un peu les deux questions. C'est les différences. Est-ce qu'il y en a, oui ou non? Et un petit peu deux, trois explications. Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y a un double affichage qui peut être imaginé, quoi. Voilà. Alors on va y répondre, mais je ne peux pas me substituer aux autorités. Alors, y a-t-il des différences entre
le PFCR impact et Ecolis? La réponse est oui. Et c'est bien le problème, c'est qu'il y a beaucoup de différences. Parce que quand bien même la France continue à dire qu'elle s'inspire du PEF, mais en fait, c'est même pas le cas, parce que la France, sans dans le détail, a changé 3 catégories d'impact pour remplacer par une autre. Elle a changé les coefficients de pondération de ces différentes catégories d'impact qui sont évidemment clés pour élaborer le score. Donc la formule de score est différente. Et puis il y a surtout l'ajout de critères complémentaires PFCR. Par exemple, actuellement, Ecobalise a supprimé la partie durabilité physique. Alors, même si la France dit qu'elle va le rajouter, c'est évidemment un problème essentiel. Donc oui, il y a des différences très importantes, très significatives, et c'est bien là, d'ailleurs, le problème. Alors, est-ce qu'il va y avoir 2 affichages? Écoutez, ça, il faut poser la question au gouvernement français qui est en train de... il y a une consultation. La France a publié son projet de décret d'application de la loi climat résilient, qui est donc basé sur Ecobalise. Alors nous, on fait partie de ceux qui pensent qu'il ne faudrait pas que ce soit basé sur Ecobalise pour toutes les raisons qu'on a exposées aujourd'hui. Mais pour répondre à votre question, c'est au gouvernement français de le décider. Moi, ce que j'ai juste rappelé au gouvernement français, c'est qu'en la matière, il n'est plus le décideur. Le règlement sur l'éco-conception est rentré en vigueur le 18 juillet dernier, et c'est une prérogative européenne désormais, que ce soit l'éco-conception ou l'affichage. Alors après, il appartient au gouvernement français de prendre ses responsabilités. Mais en tout état de cause, si rien n'est fait, les décrets actuels feraient qu'il y aurait 2 affichages. Je ne suis pas sûr que la Commission laissera passer ça, sachant que les décrets d'application pour ces références doivent être soumis à la Commission européenne avant publication. Mais je rappelle que ces décrets sont en phase de consultation et qu'ils ne sont encore pas en vigueur. Ils ne sont même pas publiés à la Commission. Je peux faire un petit commentaire. Oui, bien sûr. Parce qu'on est partie prenante et on est connecté aux initiatives. Alors, la COS ne fait pas de politique et ne se positionne pas par rapport aux 2 méthodologies. Nous, ce qu'on note en tant que marque, c'est qu'il y a des écarts très significatifs. Pour nous, le point majeur, et qui est important, comme j'ai déjà dit, c'est la prise en compte de la durabilité physique, donc la durée de vie des produits, ce qui est assuré aujourd'hui uniquement côté européen. Et nous, pourquoi on suit la méthode européenne à ce jour? C'est parce que pour nous, en termes d'arbitrage, c'est très important. Quand je décide d'augmenter la durée de vie de mon produit, souvent, ça se traduit par une augmentation des impacts environnementaux sur la chaîne de valeur, parce que je vais augmenter les finitions, etc. Il faut que je puisse mesurer que je vais bien récupérer cet impact supplémentaire sur la durée de vie du produit, ce qu'offre aujourd'hui la méthodologie européenne. Sans prendre en compte, si je partais sur une autre initiative qui ne prendrait pas en compte la durée de vie européenne, la durée de vie de mon produit, naturellement, j'aurais plutôt vouloir tendance à supprimer toutes ces finitions qui ne sont pas forcément essentielles d'un point de vue esthétique, mais qui apportent quelque chose sur la durée de vie du produit. Et nous, on pense, et Lacoste, évidemment, c'est notre ADN, que la durée de vie des produits, c'est quelque chose de majeur, pas seulement pour l'environnement, mais aussi pour favoriser la seconde main, etc. Il y a plein de choses derrière ça. Donc, pour nous, ça doit être pris en compte dans nos arbitrages actuels, et c'est pour ça que Lacoste utilise la méthodologie européenne aujourd'hui. Parfait. Alors, dernière réponse à la question que me souffle Elsa. Donc, tu vas la redonner la question, c'est… Oui, 2 questions sur l'outil Aegis, plus particulièrement. Le premier, en quoi cette application est-elle différente de l'application Glimpact habituelle? Peut-être bien de me clarifier si ce n'était pas… Eh bien, Julien va clarifier ça tout de suite. Le coordinateur. Tout simplement, déjà, l'application European Global Impact Score est une application gratuite. C'est une application qui est conforme au PEF, mais qui est simplifiée. C'est-à-dire qu'on a modélisé des scénarios qui correspondent à la transformation du produit. L'avantage avec l'application Glimpact complète, c'est qu'on va pouvoir aller plus loin sur le détail dans les processus de transformation, dans le choix des données des matières premières et de pouvoir réutiliser certaines données ou certains composants pour aller plus dans le détail et avoir plus aussi d'analyse sur l'ensemble des hotspots, on dit, au niveau ACV, c'est-à-dire les zones les plus impactantes pour le produit.
Donc, Aegis, c'est une application gratuite, et puis toutes les fonctions, on n'a pas mis toutes les fonctions, ne serait-ce que par égard pour nos clients qui payent ces applications. Voilà. Allez, je vais donner le dernier mot à Grégory, parce que je sais qu'on doit vous libérer, ainsi que Rénal, en vous remerciant infiniment. Grégory, en 2 mots, est-ce que, je dirais, tous ces projets que vous avez faits, vous êtes sur la bonne trajectoire maintenant, en termes de réduction de votre empreinte? En fait, comme je l'évoquais tout à l'heure, notre empreinte est fortement liée à la consommation directe et indirecte de ressources non renouvelables. On a décidé de soumettre notre trajectoire au SBTI et normalement, dans les 2 à 3 jours qui devraient arriver, on aura une validation de la part du SBTI qui montre effectivement que les choix que l'on a pris, grâce à la méthodologie européenne et grâce au travail en fait de Gimpact, ont été reconnus par des tiers indépendants. Je pense que c'est la meilleure preuve. Eh ben, c'était le dernier mot. Alors, je voudrais remercier vous, Grégory, vous, Reynald, tous ceux qui étaient autour de la table, Julien, Fred, Frédéric, Louis, Elsa et Marlène, pour animer ce webinaire. Et puis, je remercie tous ceux qui nous ont rejoints. Vous étiez nombreux, hein, plus de 140 à nous rejoindre aujourd'hui. Je voudrais vous dire que nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes les questions auxquelles on n'aurait pas bien répondu. Hein. Merci d'ailleurs de vous y être intéressés. N'hésitez pas à aller sur l'application Aegis, European Global Impact Score, sur lequel vous pourrez vérifier que toutes les idées reçues sur le PEF ne sont pas fondées, et vous pourrez le vérifier vous-même. Voilà, on vous souhaite évidemment de bonnes découvertes de cette application, et on ne saurait trop vous recommander de regarder ce référentiel qui présente beaucoup d'intérêt, comme on a essayé de vous le montrer, pour les marques, pour travailler dès maintenant sur l'éco-conception et la vision mentale pour se préparer à la mise en œuvre de cette réglementation, en fait, ce règlement extrêmement structurant pour la filière de la mode. Merci à tous et j'espère à la prochaine.